Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des personnes hyper intelligentes prennent des décisions financières catastrophiques? Ou comment d'autres, sans aucune formation particulière, arrivent à bâtir des fortunes? C'est un peu le grand mystère qu'on va explorer aujourd'hui. On va s'inspirer du livre génial de Morgan Housel, The Psychology of Money, qui nous révèle que la richesse, ça a moins à voir avec ce qu'on sait qu'avec la façon dont on se comporte. On a souvent cette image que la finance, c'est pour les matheux, les experts qui jonglent avec des formules ultra complexes. Mais et si la vraie clé de la richesse ne se trouvait pas dans notre QI? Et si tout se jouait en fait non pas sur une feuille de calcul, mais directement dans notre tête? C'est vraiment la question centrale que pose ce livre. Et la réponse, franchement, elle change tout. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on sait, mais comment on agit. La réussite financière, ce n'est pas une science exacte comme la physique. Non, c'est une compétence humaine, une compétence psychologique. Alors, pour cette analyse, on va mettre de côté les gros calculs pour se concentrer sur ce qui se passe vraiment dans notre cerveau quand il est question d'argent. Bon, commençons par la base. Si nos décisions avec l'argent étaient purement logiques, personne ne serait endetté, personne ne paniquerait à la moindre chute de la bourse, et, soyons honnêtes, tout le monde serait probablement déjà millionnaire. Mais la réalité, on le sait bien, est très différente. Parce que l'argent, ce n'est pas juste des chiffres. Ça touche à tout ce qui nous rend humains, nos peurs les plus profondes, nos rêves les plus grands, notre ego, notre besoin de sécurité. Forcément, face à des enjeux pareils, la logique pure et dure a du mal à faire le poids. Comprendre qu'on est d'abord un être émotionnel avant d'être un investisseur rationnel, c'est vraiment la toute première étape pour reprendre le contrôle. Passons maintenant à ce qu'on ne voit pas. Ces facteurs qui, sans qu'on s'en rende compte, sculptent notre relation à l'argent et nos décisions financières de manière super profonde. Notre histoire personnelle avec l'argent, c'est un peu nos lunettes sur le monde. Quelqu'un qui a connu le manque ne verra jamais un billet de 100 € de la même façon que quelqu'un qui a toujours vécu dans l'abondance. Leur perception du risque, du gain, de la perte, tout est différent. Le livre nous invite à beaucoup d'humilité sur ce point, ne jamais juger les choix financiers des autres parce qu'ils ne jouent tout simplement pas avec la même carte du monde que nous. Prenons un exemple que tout le monde connaît, Bill Gates. Un symbole de réussite, de talent. Son histoire, on la raconte souvent comme celle d'un pur génie visionnaire. Mais on oublie souvent une de ces fameuses forces invisibles qui a joué un rôle absolument crucial, la chance. Figurez-vous qu'en 1968, Bill Gates était élève à Lakeside, l'une des très très rares écoles au monde à avoir un ordinateur. La probabilité que ça arrive, 1 sur 1 million littéralement. Cet accès incroyable à une technologie naissante lui a permis d'accumuler des milliers d'heures de programmation bien avant que le commun des mortels ne sache même ce qu'était un ordinateur. Attention, ça n'enlève absolument rien à son génie, bien sûr. Mais ça nous rappelle une vérité fondamentale. Le succès n'est jamais une histoire simple. C'est toujours un mélange complexe de talent, de travail acharné et aussi, d'une part, de hasard. Reconnaître le rôle de la chance, ça nous rend plus humbles et surtout plus réalistes. Et c'est là que le bad blesse, parce que la chance a un jumeau maléfique, le risque. On est fasciné par les histoires de succès. On les étudie, on veut les imiter, mais on oublie complètement les millions de projets qui ont échoué en chemin. C'est le fameux biais du survivant. C'est pour ça qu'il faut se méfier des success stories. On ne voit que la pointe de l'iceberg, jamais ce qu'il y a en dessous. Ok, on a bien exploré la psychologie derrière tout ça. Maintenant, voyons comment on peut utiliser des principes universels et super puissants pour construire un patrimoine solide sur le long terme. Einstein lui-même l'aurait qualifié de 8e merveille du monde. Les intérêts composés, c'est une force tellement puissante qu'elle est contre-intuitive. Notre cerveau, il pense de manière linéaire, mais les intérêts composés, eux, fonctionnent de manière exponentielle. C'est l'effet boule de neige. Au début, elle est toute petite, on la remarque à peine, puis elle grossit de plus en plus vite jusqu'à devenir une véritable avalanche. L'histoire de Warren Buffett en est l'illustration parfaite. Son vrai génie, ce n'est pas seulement d'être un bon investisseur. Son véritable coup de maître, c'est d'avoir commencé à 10 ans et de n'avoir jamais arrêté. Il a juste laissé le temps et les intérêts composés faire leur magie. Pendant 80 ans. Le message est simple. Le plus important, c'est de commencer et de laisser le temps faire son travail. Et ça nous amène au deuxième grand principe, qui est peut-être même le plus important de tous, survivre. Il faut voir l'investissement comme un marathon. Le but, ce n'est pas de faire un sprint de fou au départ, non. Le but, c'est de ne jamais abandonner la course. Pour que les intérêts composés puissent opérer leur magie, il faut une chose avant tout, rester dans le jeu le plus longtemps possible. 1%. Ce chiffre paraît tout petit, presque insignifiant, non? Et pourtant, dans le jeu de l'argent, il est absolument capital. Voilà l'avertissement, un peu radical mais essentiel du livre. Tout risque, même s'il semble minime, qui a le potentiel de vous ruiner complètement, de vous sortir du jeu, il faut l'éviter comme la peste. La longévité, c'est vraiment la clé de tout.
On aborde maintenant la dernière partie, une partie un peu plus philosophique qui nous amène à redéfinir complètement ce que ça veut dire être vraiment riche. On fait souvent la confusion. On voit les signes extérieurs, la belle voiture, la montre de luxe, et on se dit « cette personne est riche ». Mais en fait, tout ce que ça prouve, c'est qu'elle a dépensé de l'argent. La vraie richesse, elle, est invisible. C'est l'argent qu'on ne voit pas. Ce sont les investissements qui travaillent en silence, les actifs qui créent des options, et qui au final offrent la chose la plus précieuse de toutes, la liberté. Et c'est quoi la liberté, concrètement? C'est le pouvoir de se réveiller un matin et de se dire « aujourd'hui, je peux faire exactement ce que je veux ». C'est ça le plus grand dividende que l'argent puisse jamais payer. Avoir assez d'économies pour pouvoir changer de carrière sans stresser, pour attendre la bonne opportunité, ou simplement pour prendre quelques mois pour soi. C'est ça, la véritable fortune. Et voici peut-être le super pouvoir le plus rare de tous en finance, savoir se dire assez. Le plus grand danger, c'est de toujours repousser la ligne d'arrivée. On atteint un objectif et hop, on en fixe un autre, encore plus élevé. C'est cette insatisfaction permanente qui pousse des gens déjà très riches à prendre des risques complètement insensés et parfois à tout perdre. Cette phrase résume à elle seule toute la philosophie. La victoire, dans le jeu de l'argent, ne vient pas d'un coup d'éclat spectaculaire. Elle vient de la capacité à durer, encore et encore, et surtout à éviter les erreurs qui peuvent vous mettre hors jeu pour de bon. Et on va terminer sur cette question pour réfléchir, une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce que notre société nous apprend, mais qui est peut-être la clé non seulement de la richesse financière, mais aussi et surtout du bonheur. C'est à méditer.